Alors, je me présente, David Boisclair, je suis directeur exécutif de l'Institut sur la retraite et l'épargne à HEC Montréal. Je vais animer la prochaine séance qui vous présentera des travaux des professeurs Martin Boyer et Marie-Louise Leroux, donc sur des enjeux de perception des risques et d'assurance soins de longue durée et un peu sur les préférences des Québécois, si on peut dire, dans le contexte actuel en matière de soins de longue durée. Alors, Martin et Marie-Louise ont une quinzaine de minutes chacun pour leur présentation. On pourra ensuite prendre quelques questions, toujours par la fonction questions et réponses du webinaire. Donc, Martin, si tu es en mesure de partager tes diapos, la parole serait à toi. Un résumé d'un certain nombre de recherches sur la demande pour de l'assurance de soins de longue durée. Donc, un peu un résumé de 5 études scientifiques. Raison d'être de la recherche, je pense que le groupe de personnes à qui on s'adresse aujourd'hui n'a pas vraiment besoin de savoir à quel point c'est important les soins de longue durée. On parle que jusqu'à peut-être 50% des personnes vont en avoir besoin au moins une fois dans leur vie, étant donné qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. On parle de 80 000 aux États-Unis. C'est bien sûr moins au Québec et au Canada, mais au Québec et au Canada, on a un temps d'attente d'environ 10 mois. Et comme les coûts des services à domicile est assez élevé ou peut être assez élevé, l'attente de 10 mois ou de 7 300 heures à jusqu'à 100 de l'heure, c'est potentiellement très coûteux d'attendre. Donc, on se pose des questions. Qui doit payer pour ça? De quelle manière? Désolé, je ne voulais pas être en retard. Puis, de quelle manière et comment est-ce qu'on devrait faire ça? Donc, voici les études, donc des études scientifiques qui ont été publiées ou bien par moi ou moi et mes co-auteurs, surtout Philippe Denondère, Claude Fluet, Marie-Louise Leroux et Pierre-Carl Michaud. 3 articles que je trouve de grande importance, d'autres avec Franca Glenzer, d'autres des rapports Cyrano qu'on voit en haut, et tout ça grâce à 2 importantes subventions de recherche, une du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et une autre du ministère des Finances du Québec. Donc, la grande question qu'on se pose, la grande question qu'on doit se poser, c'est de dire comment se fait-il qu'il y a si peu d'assurance? Donc, pour les articles que j'ai coécrit avec Philippe Denondère, Claude Fluet, Marie-Louise Leroux et Pierre-Carl Michaud, donc les articles BD-FLM, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait affaire avec une entreprise spécialisée dans les sondages pour demander un peu aux Canadiens qui résident au Québec et en Ontario, quelles sont leurs perceptions par rapport aux soins de longue durée. Donc, c'est 2000 Canadiens âgés entre 50 et 70 ans. Et c'est un groupe d'âge, et la raison pour laquelle on a pris ce groupe d'âge-là, c'est que c'est très rare qu'on est capable d'acheter de l'assurance après 70 ans. Et avant 50 ans, les individus ont rarement le goût d'en acheter ou même d'en parler. Donc, c'est le groupe d'âge qui est le plus propice à acheter ce type d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans le sondage, c'est que ces personnes-là qui sont le plus propices, les plus enclines à vouloir avoir ce type d'assurance ou se poser des questions par rapport à ce type d'assurance, ils ont des connaissances assez limitées quant aux institutions et ils ont des perceptions biaisées quant aux coûts et risques des services de longue durée. Il n'y a pas d'antisélection. On ne trouve aucune évidence d'antisélection et une élasticité prix assez faible, ce qui veut dire que la demande est assez inélastique, et pas parfaitement inélastique, mais la demande ne varie pas autant par rapport au prix qu'on pourrait le penser pour d'autres biens. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait y avoir des gains de bien-être importants si on pouvait avoir une population qui était un peu plus au fait de la nature des services, des contrats et des institutions dans ce marché. Ceci étant dit, dans ces résultats de recherche, donc notre premier résultat, c'est de dire que seulement 30 des Canadiens âgés de 50 à 70 ans qui seraient prêts à payer pour se procurer une assurance de soins longue durée, même au prix actuariel le plus faible possible. Donc, on peut penser que c'est beaucoup, on peut penser que c'est peu, mais c'est ce qu'on trouve, c'est au plus, c'est 30 Donc, ça nous amène à se poser la question, est-ce qu'on devrait avoir une offre publique de soins? Une offre publique de soins,
ce serait intéressant de voir ça si on a des individus qui sont mal informés ou des individus ne peuvent pas se permettre d'acheter une telle assurance ou qu'il y a d'importantes imperfections de marché. Mais notre étude, notre analyse n'offre aucun support pour de telles prémices, entre autres parce qu'il y a peu de différence quant à la perception des risques des personnes qui s'assuraient et qui ne s'assureraient pas. Donc, la demande d'assurance ne vient pas d'une mauvaise perception des risques. Le coût de se procurer une assurance n'est pas si élevé quand on regarde ça sur l'ensemble d'une vie. Et le problème d'asymétrie d'information sont assez faibles. Donc, les 3 raisons pour lesquelles l'État devrait intervenir massivement, bien, 3 de ces raisons-là, on ne les trouve pas dans notre sondage. Donc, le deuxième résultat de pourquoi si peu d'assurance, des choses qui peuvent arriver, c'est de dire qu'on a un manque de connaissance de ce type de protection, les coûts de transaction sont élevés et on a l'existence d'un programme public trop généreux. En anglais, on appelle ça un crowding out ou une gourmandise gouvernementale que je traduis moi-même. Je ne suis pas sûr que c'est un terme qui est déjà dédié. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut présumer que l'origine du problème se trouve du côté de l'offre. Et ça, on a ça parce qu'il y a seulement 10% des individus qui ont une assurance de soins de longue durée, qui en ont une, qui l'ont activement cherché. Donc, c'est un produit qui, on dit, qui se vend, qui ne s'achète pas. Donc, il y a 10% des gens qui ont une assurance qui l'ont activement cherché. Et quand on parle aux non-assurés, il y a la moitié des non-assurés qui n'ont jamais entendu parler d'une telle assurance. Donc, l'industrie de l'assurance, et c'est la conclusion de ce second résultat, c'est l'industrie de l'assurance et les gouvernements doivent se partager une partie du blâme pour le manque d'information. C'est un peu aussi une conclusion dans Grignon et Bernier de 2012, une étude aussi sur les soins de longue durée au Québec et au Canada. Donc, encore, troisième résultat pour pourquoi si peu d'assurance. Et vous comprenez que je résume ici en quelques diapositives 5 études complètes. Donc, je vous invite à lire les études si vous voulez avoir les détails plus précis de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, troisième résultat, pourquoi si peu d'assurance? Il y a la possibilité qu'il y ait une très grande générosité des programmes sociaux. Cette gourmandise gouvernementale, ce n'est pas seulement attribuable aux subventions des services de soins de longue durée. Entre autres, on peut blâmer le système canadien de financement de la retraite qui offre des promesses de revenus sans égard aux risques des individus. Et ce type de programme-là, le régime de pension du Canada ou le régime des rentes du Québec a des grands avantages, mais un des avantages, c'est que ça réduit la demande d'assurance et ça réduit l'épargne privée en même temps. En tout cas, au niveau de l'épargne privée, ça fait longtemps qu'on sait ça. Donc, si c'est un souci, si cette gourmandise gouvernementale est un souci, mais on veut quand même garder une protection sociale, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que il y a des manières de réduire la volonté des Québécois et des Canadiens à utiliser les services sociaux. Une manière, c'est en baissant la qualité de ces services-là, donc augmenter le temps d'attente ou le nombre d'individus par chambre. Deuxième possibilité, c'est en aidant, en subventionnant, par exemple, l'achat d'assurance. Je propose quelque chose ici, c'est en rendant les primes déductibles. Une autre possibilité, c'est en rendant obligatoire une épargne SLD au même titre que le RPC et le RRQ, le Fonds pour le revenu de retraite. Quatrième et dernier résultat ici, au niveau des perceptions des risques, le problème ici, c'est que, ou le défi en termes de politique publique, c'est qu'on a 3 niveaux de risque auxquels on s'expose par rapport aux soins de longue durée. Le premier, c'est de vivre longtemps. Le deuxième, c'est d'avoir besoin d'aide avec les activités quotidiennes. Et le troisième, c'est d'avoir besoin de soins de longue durée. Or, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ces 3 risques-là, la perception de ces 3 risques-là n'est pas toujours biaisée à la hausse ou toujours biaisée à la baisse. Donc, on sous-estime les risques d'avoir besoin d'aide avec les activités de la vie quotidienne, mais on surestime les risques de vivre jusqu'à un âge avancé ou de se retrouver dans une résidence pour personnes âgées. L'autre chose aussi, c'est que les individus, quand on leur pose des questions, sous-estiment la corrélation entre le risque d'avoir besoin d'aide avec les activités de la vie quotidienne et le risque de se retrouver dans une résidence pour personnes âgées. La corrélation est plus grande en réalité que ce qu'on retrouve quand on demande aux individus leur perception de la chose.
quand on corrige les 3 dimensions du risque, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est d'augmenter au plus la demande d'assurance d'1 point de pourcentage. On se rappelle que pour la tranche d'âge de 50-70 ans, dans notre premier résultat, on disait que la demande était au plus de 20 à 30 des individus qui voudraient en acheter une, même si cette assurance-là était vendue à un prix le plus faible possible d'un point de vue actuariel. On montrait à 21-31 C'est la correction des mauvaises perceptions, ce n'est pas là non plus qui est la source du problème. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à dire? Bon, au niveau des politiques publiques, je vais présenter 4 petites choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est regarder la demande fondamentale, regarder ce qu'il y a en temps normaux, que les études que j'ai présentées font appel à des références stated preferences par rapport à revealed preferences, donc des préférences annoncées par rapport à des préférences révélées, et la limite aux impôts. Donc, pour le premier, encore une fois, je reviens sur le fait que le sondage est auprès de Canadiens âgés de 50 à 70 ans, qui représentent 30 de la population de moins de 70 ans. On a comme résultat que la demande maximum est entre 20 et 30 ça nous donne une demande globale de 6 à 9 de la population de moins de 70 ans. Donc, il faut faire attention un peu avec ça parce que ce n'est pas l'ensemble de la population qui est potentiellement intéressée à ce type de produit. Deuxième chose, je dis en temps normaux. Donc, le sondage qu'on a effectué, c'était avant la pandémie. Avant les catastrophes dans les CHSLD au Québec et dans les maisons pour personnes âgées en Ontario et dans le reste du Canada. Or, qu'est-ce qu'on sait de la demande d'assurance au niveau des catastrophes? Là, je présente 3 papiers au niveau des catastrophes en Floride, catastrophes naturelles, c'est ça qu'on remarque, c'est qu'il y a un biais dans la demande d'assurance en fonction de l'histoire récente des pertes subies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les individus ont tendance à vouloir acheter de l'assurance plus suite au fait qu'il y a eu des catastrophes, suite au fait qu'il y a eu des accidents. Or, les accidents n'arrivent pas tout le temps, n'arrivent pas toujours. Et c'est un peu qu'est-ce qui se passe si on arrive à demander « Voulez-vous acheter de l'assurance? » Après une catastrophe, tout le monde dit oui, mais quand la catastrophe, ça fait 5, 6, 7 ans qu'elle ne s'est pas produite, les individus, leur demande d'assurance baisse. Donc, le sondage qu'on a eu, nous, c'était en temps normaux. Donc, c'est possible qu'en temps de pandémie, le 20 à 30 augmente. Troisième limite un peu des études, puis c'est parfaitement répertorié dans les papiers eux-mêmes, mais c'est le fait qu'on a une différence entre les préférences rapportées et les préférences révélées. Et ce débat-là existe dans la littérature en économie depuis longtemps. Il y a du monde qui dit qu'il n'y a pas de différence ou que les différences sont marginales, d'autres qui disent que les différences sont élevées. Je vous donne 2 exemples où les différences sont élevées. Par exemple, au niveau de l'ouverture d'un compte retraite, il y a des études qui montrent qu'il y a seulement, même si tout le monde dit qu'on veut l'ouvrir, il y en a juste 14 qui effectivement vont l'ouvrir. Et quand on demande aux gens, voulez-vous contribuer plus pour votre épargne retraite? 28 du monde dit oui, mais il y a juste 8 des gens qui le font. Donc, il faut faire une différence entre qu'est-ce que le monde rapporte et qu'est-ce que le monde fait. Et ça, c'est effectivement aussi le cas dans d'autres études au niveau de l'économie de l'environnement. En particulier, les individus surestiment en moyenne par un facteur de 3 leur demande rapportée par rapport à leur demande révélée. Et ça, c'est d'autant plus élevé qu'on parle de biens publics par rapport à un bien privé. Donc, c'est important de garder ça en tête quand on parle de 20 30 mais que c'est des préférences rapportées plutôt que des préférences révélées. Dernière chose aussi, ici, un peu à l'extérieur, puis vous voyez un peu le débat qu'il y a entre les préférences révélées et les préférences rapportées. Ça vient d'autres études que les nôtres. L'autre ici, c'est au niveau des limites des impôts. Il y a une étude ici, je m'excuse, j'ai oublié de mettre la référence qui a été faite ici au Centre de la productivité à HEC Montréal, que l'augmentation des impôts en 2016, qui a fait augmenter le taux marginal maximum de 49,97 à 53,31, a fait créer une baisse de recettes fiscales de 1 milliard de dollars pour les gouvernements fédéraux et provinciaux au Québec.
Vous pouvez lire cette étude-là. Encore une fois, c'est juste de dire qu'il faut faire attention. Ici, quand on dit qu'il faut faire augmenter la contribution du monde, il y a toujours un risque associé à cette augmentation de la contribution pour ne pas se retrouver dans ce que les Américains, ou ce qu'on appelle en économie la courbe de Laffer, où on augmente le taux d'imposition et on réduit les recettes fiscales. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer des résultats de recherche? Premièrement, la demande naturelle d'une protection contre le coût des soins de longue durée est d'au plus 20 à 30 de la population la plus encline à en vouloir. Donc, si on veut étendre ça à l'ensemble de la population, faire en sorte que toute la population paye pour ces soins-là, que ce soit à la maison ou en résidence, il y a un travail de marketing à faire pour qu'il y ait plus que 30 de 30 qui veulent acheter ça. Deuxième chose, c'est un problème d'offre. Ce n'est pas un problème de demande. Il y a 50 du monde qui n'en a pas, qui n'ont jamais entendu parler que ça existait, ce produit-là. Donc, il y a un problème d'offre ici, il y a un problème de communication, il y a un problème aussi de gourmandise gouvernementale pour l'ensemble des programmes sociaux. L'éducation et l'information peuvent aider, mais assez peu. Au niveau des perceptions ici, on veut dire pas évidemment l'éducation pour les personnes qui sont pas entendent. On parle ici des perceptions. Et on peut dire aussi que la protection sociale est si généreuse qu'elle limite la croissance de marché privé. Ceci étant dit, et là, je vais passer d'un côté où je ne mets pas du tout en cause mes co-auteurs. Donc, tout le reste, ça fait partie des études qui ont été publiées avec mes co-auteurs. Donc, qu'est-ce que moi, j'en conclus comme expert du monde des assurances? Des idées. Hein? Peut-être qu'on pourrait favoriser l'émergence d'un marché privé via la déduction fiscale des primes, hein? Comme une sorte de régime enregistré d'épargne, puis mettez la lettre que vous voulez ici. Invalidité, retraite existe déjà, soins ou longévité. Donc, ce serait une possibilité. Une deuxième possibilité, et ceci, c'est à cause des connaissances, de ce qu'on sait qui sont les aidants naturels au niveau des aînés. Une possibilité, c'est d'imposer le revenu des ménages plutôt que celui des individus. Puis, je ne veux pas dire à partir de 65 ans où le revenu de retraite est divisible. Non, non. Un impôt des ménages dès le début pour que, justement, permette aux ménages d'accumuler des ressources pour venir en aide aux personnes, à la personne dans le couple qui va devenir vieille et indigente plus tard dans leur vie. Troisième possibilité, d'un point de vue d'économie politique ici, possiblement, et je sais que c'est discuté, je ne sais pas à quel point c'est discuté et à quel point c'est sérieux, mais peut-être inclure les soins de longue durée dans la loi canadienne sur la santé. Puis pourquoi faire ça? Bien, parce que ça permettrait justement d'avoir un débat au niveau des politiques, pas des politiques dans le sens des personnes politiques, des agents politiques, des partis politiques, sur où on va mettre l'argent des Canadiens et des Québécois. Est-ce qu'on met l'argent dans les soins de longue durée ou dans l'éducation postsecondaire? Est-ce qu'on, plutôt que de dire on va créer un impôt spécifique, mettons ça dans la loi de la santé, c'est une idée, c'est une proposition, ça fait de l'économie politique et peut-être que là, on verra c'est qui se retrouve dans la rue à donner des coups de cuillère dans les casseroles pour lutter contre le financement des CSLD ou le financement des universités. Merci pour votre attention. Merci, Martin. Avant de prendre des questions, je vais inviter Marie-Louise à nous présenter son matériel, puis on aura le temps pour quelques questions de l'auditoire par la suite là, dans la fonction questions et réponses. Marie-Louise, à toi la parole. Écoutez, je vous remercie à tous d'être là. Je suis très heureuse en fait de vous présenter ces premiers résultats d'une enquête qu'on a fait à l'automne 2020 avec mes co-auteurs, donc Bertrand Hachou, Franka Glenzer au HEC, Philippe Dedonder à la Toulouse School of Economics et Minjun Lee à Carleton University. L'objectif de cette enquête, c'était de mesurer à quel point nos aînés, donc on a une population entre 50 et 69 ans, allaient être enclins à vouloir aller en CHSLD ou avoir plutôt accès à d'autres types
d'hébergement et comment ce qu'on a appelé en fait l'aversion à aller en CHSLD a pu être modifiée suite à la pandémie, donc de Covid-19, bien entendu. Et donc, on a posé un certain nombre de questions pour savoir en fait ce que ça avait comme implication potentiellement sur leur volonté d'épargne et sur leur soutien à une politique qui viserait à favoriser les soins à domicile. Donc, en fait, le contexte pour cette étude, c'est qu'il y a un constat important, c'est qu'au Québec, on a à peu près 9,5% des 65 ans et plus qui vivent en CHSLD et en résidence pour aînés. Si on se concentre sur la première vague et sur les CHSLD, au Québec, c'est à peu près 70% des décès qui ont eu lieu en CHSLD. Donc, tout le monde s'entend à dire, ça a été largement relayé par les médias, que les CHSLD, ce sont eux qui ont été le plus frappés par cette pandémie. Dans ce contexte-là, notre étude, donc, qui a été menée à l'automne 2020, a cherché à comprendre comment la pandémie de Covid-19 a pu impacter les préférences des individus quant à leur mode de prise en charge, quant à leur préférence pour un mode de prise en charge le jour où ils seraient en perte d'autonomie. Est-ce qu'ils souhaiteraient aller en CHSLD? Est-ce qu'ils souhaiteraient rester à la maison? Et dans ce cas-là, il faudrait qu'ils puissent avoir accès aux soins appropriés à domicile. Et les questions qu'on leur a posées à la suite de ça, c'était de savoir comment ils pensaient financer cette prise en charge. Est-ce qu'ils pensent devoir épargner plus ou est-ce qu'au contraire, ils attendent de l'État un soutien plus important? Donc ici, je vais passer assez vite. Je pense que le public ici est très au courant des modes de fonctionnement au Québec. Donc au Québec, on a essentiellement les CHSLD publics qui permettent de mettre nos aînés dans une ressource qui pourrait prendre en charge leur dépendance. Les prix sont entre 1 200 et 1 900 $ et ces prix sont en fonction de leurs revenus. Un des gros problèmes, c'est que, bien sûr, il y a des variations par région, mais c'est environ 10 mois d'attente pour avoir une place en CHSLD. C'est un chiffre que Martin avait déjà mentionné tout à l'heure. De l'autre côté, on a les CHSLD privés qui, eux, ne sont pas sujets à attente, mais avec des coûts bien, bien plus élevés. Et la troisième solution sont les soins à domicile. Donc, nous, on a évalué que le prix d'une heure de soins à domicile, c'est entre 15 et 85 $. Bien sûr, Nicolas James est revenu bien plus en détail sur ses coûts dans sa première présentation. Mais si on évalue, par exemple, le fait qu'un aîné ait besoin de 6 heures de soins à domicile, 7 jours sur 7, à un coût de 35 $ par heure, ce qui est relativement faible dans notre fourchette, alors le coût des soins à domicile, ça sera environ un peu plus de 6 000 $ par mois. Et tout ça, c'est sans compter, bien sûr, que la personne qui reste à domicile va devoir payer pour sa nourriture, son hébergement, plein de frais qui sont pris en charge dans un CHSLD. Donc, nous, étant donné ce constat-là, en fait, on a mené cette enquête auprès de Asking Canadians, qu'en pensez-vous? Donc, il y a une firme de sondage qui est exactement la même firme de sondage dont Martin parlait tout à l'heure quand il a présenté ces 3 études avec donc ses co-auteurs. Donc, on a fait appel à cette firme de sondage. On a interviewé 3004 participants ontariens et québécois âgés entre 50 et 69 ans. Et on leur a posé environ 35 questions que je détaille ici dans ces 5 points. Donc, on leur a posé des questions très standards qui étaient des questions sociodémographiques. Donc, quel est votre âge, votre genre, quel est votre niveau d'éducation, quel est votre statut matrimonial, quelle est votre santé. Donc, on leur a posé des questions sur leur pathologie, est-ce qu'ils fumaient ou pas, sur leur nombre d'enfants. On leur a posé des questions sur leur situation financière, est-ce qu'ils sont employés ou retraités, quel est le montant de leurs revenus, le montant de leur épargne et leur type d'épargne, est-ce qu'ils avaient toujours une hypothèque et quelle était la valeur de leur résidence principale. On leur a posé aussi des questions sur leur perception des risques donc de perte d'autonomie
et de mortalité, donc sur leur perception subjective. On leur a posé un certain nombre de questions stratégiques ici que je ne vais pas du tout aborder dans cette présentation, donc j'en dis pas plus. Et à la toute fin, on leur a posé une dizaine de questions qui étaient en lien avec la COVID-19. Je vais revenir sur les types de questions qu'on leur a posées dans la slide prochaine. Donc ici, notre échantillon, là-dedans, on a 39% de Québécois, un tout petit peu plus de femmes que d'hommes, une moyenne d'âge à 59 ans. 2/3 des personnes étaient en couple avec au moins un enfant. On avait un peu plus de la moitié des gens avec un enfant à moins de 20 km. On a un peu plus de la moitié de nos répondants qui ont un diplôme de collège ou universitaire. Le revenu moyen dans notre échantillon était de 64 000 $ et la richesse moyenne de 765 000. Donc ça, c'est un échantillon qui est repondéré de manière à matcher les caractéristiques observées au Canada, en fait, les caractéristiques de la population canadienne. Les questions qu'on a posées sont les suivantes. On leur a demandé si, suite à la COVID-19, ils souhaitaient épargner plus, moins ou la même fraction de leurs revenus. Et s'ils nous répondaient « oui, on veut épargner plus », on leur posait une question subsidiaire qui était de dire « est-ce que c'est pour éviter d'aller en CHSLD ?» On leur a demandé ensuite si leur préférence pour aller en CHSLD avait été modifiée suite à la pandémie. Ensuite, on leur a posé une question quant au soutien qu'ils auraient face à une politique qui viserait à faciliter l'accès aux soins à domicile. Et on a bien mis clairement dans l'énoncé de la question qu'en contrepartie, il pourrait y avoir une augmentation de taxes. Donc, ils sont au courant des enjeux. Ensuite, on leur a demandé comment la COVID-19 avait pu modifier cette appréciation d'une politique qui favoriserait les soins à domicile. Et à la toute fin, on leur a posé une question quant à leur perception de l'exposition aux risques sanitaires en CHSLD privé et public suite à l'apparition de la pandémie de Covid-19. Donc, dans cette slide-ci, en fait, je vais vous présenter les statistiques brutes qu'on a et puis après, je vais revenir sur chacune en fait, de ces gros blocs dans les slides suivantes. Donc, en fait, on a à peu près 72% de nos répondants qui nous ont dit qu'ils étaient moins enclins à aller en CHSLD suite à la pandémie. On a à peu près 69-70% des gens qui nous ont répondu que leur perception, leur opinion quant à l'exposition aux risques de santé dans les CHSLD était moins bonne suite à la pandémie. À la question « est-ce que vous souhaitez épargner plus pour vos vieux jours ?» est-ce que vous souhaitez épargner plus dans les années qui viennent? On a 27% des gens qui nous ont dit oui. Et parmi ces 27%, en fait, 83% à peu près nous ont répondu qu'ils souhaitaient épargner plus pour éviter d'aller en CHSLD. Finalement, on leur a posé donc la question quant à leur opinion pour une politique qui souhaitait favoriser l'accès aux soins à domicile. Et on a à peu près 68% des personnes qui nous ont répondu qu'ils étaient soit très en accord, soit en accord avec ce type de politique. Et suite à la COVID-19, on a 38% des gens qui nous ont déclaré être plus en faveur de ce type de politique. Donc ça, ce sont les statistiques brutes, comme je vous l'ai dit. Et je vais venir en détail sur ces différents points. Donc, on a 72% des gens qui déclarent être moins enclins à aller en CHSLD. Et quand on fait une régression simple, en fait, ce qu'on montre, c'est que c'est essentiel. Ces personnes qui déclarent être moins enclins à aller en CHSLD, c'est essentiellement des Québécois, des femmes, des personnes qui sont plus âgées que la moyenne de notre échantillon et les titulaires d'un diplôme universitaire. Ensuite, on a essayé de mettre en lien, enfin de trouver, on a voulu trouver si effectivement il y avait une corrélation entre le fait d'être moins enclin à aller en CHSLD et la probabilité de vouloir épargner plus.
Et en fonction des spécifications qu'on a retenues, donc ça, je rentre un peu dans les détails techniques, mais ça veut dire est-ce qu'on met des contrôles ou pas. Donc, on inclut les caractéristiques des individus ou pas. On arrive à montrer qu'être moins enclin à aller en CHSLD va augmenter la probabilité de vouloir épargner plus entre 8,5 et 14%, donc dépendamment de nos spécifications. Ensuite, je reviens sur les préférences pour une politique publique d'accès aux soins à domicile. Donc, ici, on leur a demandé quelle a été leur appréciation pour une politique augmentant l'accès aux soins à domicile. Et ce qui est le plus important dans ce graphique-ci, c'est vraiment les deux dernières barres de l'histogramme. Ce que dit ce graphique-là, cet histogramme-là, c'est tout simplement qu'être moins enclin à aller en CHSLD va augmenter la probabilité d'être très en faveur de la politique de près de 24%, contre seulement 13% pour les gens qui se sont déclarés être moins enclins ou également enclins à aller en CHSLD. Quand ensuite, on leur a demandé est-ce que la COVID-19 a modifié votre appréciation ou donc votre soutien pour ce type de politique, encore une fois, ce qui est important de regarder, c'est les deux dernières colonnes de l'histogramme. Et donc, parmi ceux qui ont déclaré être moins enclins à aller en CHSLD, donc la barre rouge, ils se sont déclarés 47% plus en faveur de cette politique suite à la COVID-19, contre seulement 20% de ceux qui n'étaient pas moins enclins à aller en CHSLD. Donc, en fait, ce que disent ces deux histogrammes-là, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre le fait d'être peu enclin à aller en CHSLD suite à la pandémie et le fait de soutenir une politique de soins à domicile et d'être encore plus en faveur de cette politique suite à la COVID-19. Là, vous pourriez me dire, ça, sans doute, c'est très corrélé aux revenus. Et en fait, ce qu'on montre dans notre étude, je ne montre pas les régressions ici, mais qu'en fait, les réponses à ces questions est relativement identique, quel que soit le quartile de richesse, et ça serait la même chose avec le revenu que l'on va considérer. Donc, en fait, on a un soutien de la population on a des gens qui déclarent être en faveur de la politique ou encore plus en faveur de la politique de soutien des soins à domicile qui est assez indépendante de leurs revenus. Donc, on trouve que c'est assez intéressant en soi. Je ne sais pas si je fais bien au niveau du temps, il va falloir que je conclue. Donc, en fait, les premiers résultats de cette étude, il nous porte à penser que la pandémie, malheureusement, a permis de mettre en lumière un manque prégnant en fait de moyens dans les CHSLD, un secteur de soins à domicile qui était sans doute assez peu développé, avec parallèlement des gens qui expriment une volonté de rester plus longtemps à la maison. Ça a été aussi largement relayé dans les médias. Et des gens, comme le montre notre étude, qui seraient fortement en faveur d'une politique qui soutiendrait les soins à domicile. Donc, si je puis dire, la période est favorable à mettre en place des politiques fiscales et sociales qui pourraient garder nos aînés plus longtemps à la maison. Voilà, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas trop abusé de mon temps. Non, c'est parfait. On se porte très bien au niveau du temps. Merci à vous deux. Donc, il y a quelques questions qui ont déjà été soumises par le biais de la fonctionnalité questions-réponses. Si les gens dans l'auditoire ont d'autres questions pour nos conférenciers, ce serait un bon moment. J'en profite pour vous signaler que si on n'a pas le temps de tout aborder, comme ça a été le cas un peu plus tôt, on va essayer dans certains cas, de fournir des éléments de réponse, peut-être en différé, soit ici même ou à l'extérieur de l'événement. Alors, quelques questions qui avaient été soumises pour
Martin, donc est-ce que je transmets les deux questions. Je pense que la réponse est d'intérêt pour ceux qui ne l'auraient pas vu par écrit. Donc, on demande, est-ce qu'il y a des études sur les effets de pair, donc les PAIRS, là, c'est-à-dire que en matière d'assurance soins de longue durée, est-ce que les gens qui connaissent d'autres personnes qui ont de l'assurance sont plus susceptibles d'en posséder? Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose sur ce... Donc, est-ce qu'il y a un effet de réseau ou de groupe? Et je te lance en même temps l'autre question qui a été soulevée. On mentionne les faibles revenus d'un grand nombre de retraités canadiens québécois et on demande est-ce que ces gens-là peuvent envisager ou pourraient se permettre d'acheter une assurance soins de longue durée. OK. Merci, David. J'avais répondu rapidement dans le question-réponse à Bernard Fortin et à Pierre-Claude Poulain et à Régent Hébert qui avait posé une autre question. Au niveau de l'effet des pairs, c'est une bonne question. Dans le sondage qu'on on a posé au niveau canadien, jamais on s'est, pour les personnes qui ont activement cherché une assurance eux-mêmes, jamais on s'est fait dire « Ah, j'en ai acheté parce que mon cousin, mon voisin, mon frère en a acheté. » Donc, l'effet des pairs, c'est une très bonne question. On aurait pu poser la question, on ne l'a pas fait. On avait une question ouverte de pourquoi vous l'avez acheté. Personne ne nous a dit c'est parce que quelqu'un d'autre en a acheté. On sait que l'effet des pairs est important dans d'autres types d'assurances. Je n'ai pas la réponse. Donc, je n'ai pas la réponse pour ça. Au niveau de la question de M. Poulain, qui dit que 45% des retraités canadiens donc, ont moins de 20 000 de revenus par année, c'est vrai. Mais c'est pour ça que quand on essaye de trouver une manière de financer les soins de longue durée, on essaye de trouver une sorte de manière de financer ces soins-là au moyen d'épargne avant la retraite. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré principalement sur la tranche d'âge de 50 à 70 ans, là où dans un aspect de revenu global d'un individu, c'est la tranche d'âge dans laquelle nos revenus sont le plus élevés. C'est le moment aussi où les individus sont le plus enclins à penser à leur retraite. Et c'est là qu'on pense qu'il y a un peu plus de chances d'avoir une demande naturelle d'assurance. Et en dépit de ça, en dépit du fait qu'on a regardé une partie vraiment précise de la population, la demande est au plus 30% de la population canadienne. Donc, après 70 ans, c'est trop tard. Les coûts deviennent prohibitifs. Mais à 50 ans, les coûts demeurent élevés, mais moins que si vous achetez de l'assurance à 70 ans. C'est comme la police d'assurance vie. Acheter de la police d'assurance vie à 25 ans, ça coûte moins cher qu'à 85 ans. Et c'est le même principe avec les soins longue durée. Là, c'est là où les gens ont en principe aussi un revenu potentiellement un peu plus élevé. Merci, Martin. On a juste le temps pour une question rapide, Marie-Louise. C'est une question qui a été posée, donc en question-réponse. Donc, c'est sur les différences Québec-Ontario. Parce que je pense que dans votre enquête, en fait, c'était Québec et Ontario. Donc, oui. Une question de façon plus large sur les autres provinces, mais peut-être la question est quand même pertinente. Est-ce que vous avez observé, vous, des différences dans votre travail entre le Québec et l'Ontario? Ou en fonction d'autres caractéristiques là, que tu n'aurais peut-être pas eu le temps d'aborder, comme à savoir si les gens ont ou n'ont pas des problèmes de santé, par exemple, au moment de l'enquête. Alors, 2 minutes pour la réponse quant aux différences Québec-Ontario, ça ne sort pas significatif. Donc, peu de différence entre Québec et Ontario, des résultats similaires. En termes de problèmes de santé et soutien vis-à-vis de la politique, là encore une fois, ça sort pas significatif pour le moment. Donc ça, c'est les premières estimations qu'on a faites, mais a priori, il y a vraiment un très très fort lien entre le fait de pas vouloir aller en CHSLD et le soutien à la politique, mais les caractéristiques individuelles ne sortent pas encore significatives.
Bon, très bien, merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a dans notre horaire chargé. On sera à l'affût d'autres résultats, d'autres échanges sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, Martin et Marie-Louise. Merci à tout le monde. On va prendre une pause de quelques minutes, moins de 10 minutes. On va reprendre à 10h10, très précise, pour la suite de notre programme de la matinée.